Alors, rebonjour, bonjour et bienvenue aux personnes qui se joignent à nous à 10h30 parce qu'on est consciente qu'avec cette formule hybride présence Zoom, certaines d'entre vous visez des conférencières en particulier. Alors, voilà, bienvenue à vous à la maison. Juste une petite parenthèse technologique, technique. Vous allez voir, durant toutes les présentations, il y a des moments où il y a un partage d'écran, où on voit le travail, il y a un visuel du travail des artistes, et la petite icône, l'icône de la présentatrice, comme moi présentement, va devenir toute petite. Mais vous avez le contrôle à la maison. Il s'agit juste d'amener votre curseur sur l'image de la présentatrice et sur le bord de l'image, en cliquant, vous pouvez agrandir à la grandeur que vous voulez. Bref, vous êtes autonome. Alors, je vous encourage à le faire. Voilà. Donc, pour ce premier segment de ce que l'art permet, ce que l'art permet de restaurer la relation au vivant. Je remercie d'ailleurs Karen Golden de nous avoir fait l'offrande de ce titre. Vous allez entendre un premier trio. Vous allez entendre Rachel Thibault, Karen Golden et pour commencer, John Sullivan. Alors, je vous présente John. Les bouleversements climatiques sont au cœur de la pratique artistique de John depuis 12 ans. Photographe autodidacte, elle s'est concentrée un premier temps sur la transition énergétique. Mais dans la foulée de ses études en pratique artistique à l'UQAR, elle vit actuellement sa propre transition personnelle et artistique vers un langage plus abstrait, moins documentaire. John a réalisé plusieurs expositions collectives en Italie, en Angleterre et au Québec. Elle est aussi blogueuse, elle écrit une chronique mensuelle sur l'intersection de l'art et l'énergie. Fermière, elle cultive de l'ail biologique exquis, d'ailleurs, avec son mari dans la région. Le titre de la présentation d'aujourd'hui de John Sullivan, « Je suis fleuve », incarner l'espace entre l'angoisse et l'émerveillement. John. Merci, Suzanne. Prochaine. Jour de l'an 2020. Je suis au bord du fleuve. Devant moi, un magnifique paysage paisible. Le Saint-Laurent, tranquille, sans glace. C'est comme un vaste miroir qui reflète les couleurs pastel du ciel hivernal. C'est une beauté déroutante, pleine d'effroi. Notre fleuve ne porte plus son manteau glacial. De l'autre côté de la planète, un ciel en colère, rouge foncé, noir, étouffante. Les forêts australiennes incinérées, les kangourous et les koalas carbonisés, coincés dans les clôtures. J'ai peur pour ma fille qui vit en Australie. Deux côtés de la planète, deux crises écologiques. Ce jour-là, le premier jour de la deuxième décennie du troisième millénaire, je suis témoin d'une seule catastrophe mondiale. C'est le réchauffement planétaire. Mais seulement un de ces événements est visuellement dramatique. Les incendies incontrôlables en Australie 2020, nommés plus tard Black Summer,
ont généré une avalanche d'images viscérales qui resteront dans notre mémoire collective pendant des générations. Mais chez nous, le manque de glace fluviale en plein hiver est visuellement plate, banal. Pire, il me semble que notre fleuve sans glace est devenu, pour la plupart des Québécois, normal. Je suis au bord du fleuve et au bord des larmes. Je prends ma caméra. Mes mains tremblent. Clic, clic, clic. Chaque image est floue. Je les supprime une par une. J'essaie à nouveau de tenir ma caméra stable, mais mes mains n'arrêtent pas de trembler. Je me rends vite compte que mes mains tremblaient non pas à cause du froid, mais à cause de la colère. Une colère contre l'insouciance collective face à l'urgence climatique. Je sens une rage violente rouler en moi. Soudainement, sans y réfléchir, je fais bouger ma caméra brusquement, chaotiquement, de gauche à droite, de haut en bas. C'est la rage qui me dirige et je ne la réprime pas. J'appuie fort sur le déclencheur sans relâcher. Une vingtaine, une trentaine d'images sont enregistrées dans un seul fois. Encore. Et encore. Et encore. Épuisée, je m'arrête. Je regarde le fleuve nu. Et je me sens impuissante. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Avant de supprimer toutes ces images floues, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de ma caméra. Certes, de nombreuses images étaient trop floues, mais il y avait plusieurs qui m'ont étonnée. Le capteur numérique a saisi quelque chose d'intriguant du chaos de la crise climatique, ce qui n'était pas visible à mon œil nu. Là, toute seule au bord du fleuve, entre mes deux mains, j'avais l'impression de tenir un trésor. Là, à l'intérieur de ma caméra, le résultat de mon acte photographique violent, un message en pixels m'attendait. Le message m'a dit: la lumière est liquide. Le temps s'est ralenti. Je me suis sentie calme, ouverte à l'univers. C'était un moment puissant, un moment du moment. J'ai compris tout de suite le sens du message. Il faut que j'arrête d'essayer de contrôler chaque élément, chaque détail de mes œuvres photographiques. Il faut que je go with the flow, comme on dit en anglais. Il faut que j'embrasse l'imprévisibilité du hasard. Et pour réveiller ma perception, il faut que je me plonge dans le chaos de notre fleuve en crise. C'est là que je trouverai la vision lumineuse qui manque dans ma démarche artistique. Il faut faire corps avec ce chaos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis plus que 20 ans, ma démarche artistique, ou plutôt ma démarche photojournalistique, se concentrait sur les faits, sur la science, sur la dite vérité. Je voulais changer le monde avec ma caméra,
en documentant tous les malheurs, comme la crise du sida en Afrique, comme la crise climatique. L'idée de photographier quelque chose de manière abstraite, de manière floue, ne m'est jamais venue. Mais ce jour-là, au bord du fleuve, j'ai eu une révélation. Devant moi, le fleuve tranquille, sans glace, banal. À l'intérieur de ma caméra, le chaos de la crise climatique. Deux façons opposées de regarder le même sujet. Deux manières de dépeindre le fleuve. Documentaire versus abstraction. Et ce jour-là, seule l'abstraction a résonné en moi. Après quelques minutes, j'ai réalisé que je ne pouvais plus photographier le fleuve sans glace de façon documentaire. Et quelle révélation! C'est comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules. Je n'ai jamais décidé de devenir photographe abstraite. La photographie abstraite m'est venue à travers mon acte photographique emporté. Cet acte était intuitif et spontané. Cet acte m'a révélé que le chaos de la crise climatique n'est pas toujours sombre comme un fait scientifique. Il y a de la lumière et même de la beauté dans le chaos. Mais pour que j'accède à ces espaces oniriques, je dois d'abord changer ma perception du chaos. La prochaine. La clé pour moi, pour qu'un changement de perception s'opère, ce fut de contempler plutôt que de combattre le chaos. Et en contemplant le chaos, je me confrontais au mythe cartésien de la dualité. Moi, je fais partie de ce chaos. Je fais partie des changements climatiques. Le philosophe Merleau-Ponty a remis en cause le paradigme cartésien en arguant que la perception ne peut exister qu'à travers le corps entier, que la perception n'est pas uniquement intellectuelle, mais doit inclure le viscéral, les sens et les émotions. Alors, depuis janvier 2020, je marche au bord du fleuve hivernal à la recherche de la lumière liquide du chaos. Une lumière dissimulée qui n'est visible qu'à travers la magie de ma photographie longue exposition. J'expérimente avec mon acte photographique en ajustant les paramètres de ma caméra et en variant les mouvements chaotiques de mon corps. Toujours en faisant attention de ne pas tomber dans l'eau. Et pour cela, je porte toujours les crampons sur mes bottes. Mais ce qui reste constant, c'est que mon acte photographique emporté est physiquement exigeant. Il nécessite une expérience d'immersion totale, comme l'expression anglaise « a total body experience ». Et à travers cet acte viscéral et phénoménologique, j'ai goûté la sensation éblouissante décrite par l'artiste Guy Laramé lorsque la distance entre l'observateur et l'observé disparaît. Le moment où je deviens fleuve. Le moment où je fais corps avec le chaos de notre fleuve en crise. Je suis fleuve. J'ose dire, nous sommes tous fleuves. Ce qui arrivera au fleuve Saint-Laurent nous arrivera. Selon l'éco-philosophe Timothy Morton, tous les êtres, et le fleuve est un être,
tous les êtres ne sont pas seulement interconnectés. Nous sommes interdépendantes. L'art permet de reconnaître à quel point nous sommes enchevêtrés avec tous les autres êtres. L'art permet de faire face à l'urgence de se réenchevêtrer avec tous les autres êtres. La technologie numérique m'offre des possibilités infinies. Grâce à elle, ma démarche artistique a pu évoluer rapidement depuis janvier 2020. Mais dans mon atelier intérieur, pour reprendre un terme cher de Sylvie Coton, c'est sûr que j'étais déjà mûre pour cette transition, ce qui a été précédé de plusieurs années de réflexion, de lecture et de questionnement. Plus important encore, ma transition a été nourrie par la sagesse et la patience de Daniel et Virginie et Suzanne, tout au long de notre programme en études de la pratique artistique depuis 2019. Je suis sûre à 100% que je n'aurais jamais été aussi réceptive au moment puissant de Kairos, ce moment au bord du fleuve, si je n'avais pas fait partie de notre laboratoire de l'être ensemble. Et à toutes les femmes inspirantes de notre merveilleuse cohorte, je vous dédie la photo suivante. Elle sera notre Georgia O'Keeffe. Et elle est juste pour nous. Alors, la convergence de plusieurs éléments et événements dans ma vie a abouti à la découverte de nouveaux langages avec lesquels je peux mieux exprimer mon angoisse sur le climat. Ce n'est pas nouveau de créer les images floues en bougeant un appareil photo de manière délibérée. Cette technique s'appelle le mouvement intentionnel de la caméra. Mais pour moi, cette technique est toute nouvelle. Contrairement à ma photographie documentaire, cette technique a ouvert une porte vers l'intérieur qui correspond parfaitement à ma quête de sens dans un monde chaotique. L'expérience, mon acte photographique emporté, deviennent quasi spirituels. En tant qu'artiste visuel, je ne me suis jamais autant rapprochée de l'expérience poétique. En abandonnant mon trépied et en embrassant le hasard, je ne me suis jamais sentie aussi libre et spontanée, aussi enchantée par la photographie. Le résultat, une nouvelle série d'images que j'appelle « Fleuve fragile ». Je viens de passer mon deuxième hiver au bord du fleuve avec ma caméra et mes crampons. J'aimerais continuer ce projet à long terme, pendant plusieurs hivers. Je ne sais pas du tout où me mènera ce projet. Tout ce que je sais, c'est que je dois le faire parce que je cherche quelque chose de lumineux qui est fait de matériaux le plus sombre que je puisse trouver. J'ai perdu ma place. C'est contre-intuitif, mais je pense qu'à travers la luminosité, nous serons mieux placés pour ressentir le chaos de notre époque qu'à travers l'obscurité. Pendant trop longtemps, j'ai considéré mon angoisse sur le climat comme un frein à ma créativité, une forme de paralysie. Cependant, depuis EPA, je me rends compte que j'ai besoin de cette angoisse. Elle est la source d'une certaine énergie vitale qui alimente mes pensées, mes actions engagées et mon processus créateur. Je ne veux pas
Et je ne peux pas complètement tourner le dos à mon angoisse. Parce que tout simplement, je suis mère. Ma fille et tous nos enfants méritent un avenir habitable. Je ne vais jamais arrêter de me battre pour eux. Mais dorénavant, je vais le faire avec plus de poésie et de contemplation. Mon défi, donc, c'est de trouver une façon de cohabiter avec mon angoisse, sans en être étouffé. Nous nous entendons pour vivre côte à côte. Et dans notre intimité, j'ai établi ma place, j'ai créé mon atelier intérieur. C'est l'espace entre l'angoisse et l'émerveillement de notre magnifique fleuve. Là, entre l'angoisse et l'émerveillement, je me situe. Entre le désespoir et l'espoir, je crée. Entre le chaos et le sublime, je me concentre de plus en plus sur mon acte photographique plutôt que les œuvres qui en résultent. Depuis janvier 2020, je vis pour la première fois ce que le musicologue Jean-Jacques Nattier a décrit comme une rupture entre le processus créateur, ce qu'il appelle le poétique, et le processus perceptif, ce qu'il appelle l'esthésique. C'est-à-dire, lorsque je suis dans cet espace sacré entre l'angoisse et l'émerveillement, je ne pense plus à la réception de mes œuvres, à comment elles seront interprétées par un public et surtout pas par un jury de pairs. Je suis tout simplement là, présente, réceptive. J'aime croire que tous les poissons et les mammifères marins qui m'entourent dans l'eau fluviale sont aussi enchantés par cette lumière liquide. Une lumière révélatrice qui est invisible à l'œil nu de notre espèce, les sapiens supposément sages. Entre l'angoisse et l'émerveillement, mon acte photographique emporté n'est pas seulement une métaphore du chaos de la crise climatique. C'est un mode de révélation qui m'a profondément changé. Je suis fleuve. Permettez-moi de terminer ici en citant Sénèque. Nous sommes des vagues de la même mer, des feuilles du même arbre, des fleurs du même jardin. Merci de votre écoute et de votre patience avec mon accent. Alors, merci beaucoup, John. Tu restes là. Tu restes là. J'ai oublié de vous dire à la maison que vous voyez sur votre écran en bas, il y a une petite chat. On ne peut pas chatter, mais on peut poser des questions. On va avoir des petites périodes de dizaines de minutes après chaque présentation. Donc, si vous avez des questions à poser davantage à John, voilà, vous faites ça. Et je vais demander à mon amie Marie-Pierre d'être la gardienne du temps. Elle va nous dire quand ça fera une dizaine de minutes. Alors, ici aussi dans la salle, chers collègues, si vous avez des questions pour John, Daniel, Virginie, je crois que tu avais préparé une question, Virginie. Certainement. John, comment envisages-tu la suite de ta pratique artistique? Excusez-moi, je n'ai pas entendu toute la question. Comment est-ce que tu envisages la suite de ta pratique artistique? En tout cas, je suis vraiment plus en amour avec ma photographie maintenant qu'il y a quelques années, quand j'ai tombé quasiment dans une vide.
J'ai déjà 2 petites expositions planifiées pour l'année, mais ce projet m'emballe. Ce projet va prendre de l'espace dans ma vie. Je ne suis pas sûre que je peux retourner à ma photographie éolienne comme avant. Je ne veux pas dire que j'ai complètement fermé le dos à la photographie documentaire, mais j'ai hâte à maintenant jouer littéralement avec le documentaire, en être un peu plus loose, plus poétique, avoir plus de fun. Avant, j'étais trop rigide. Donc, j'ai vraiment hâte à trouver une façon de marier maintenant documentaire et abstrait dans les prochaines années. Merci. Merci, John. Alors, je vois Daniel lever la main. Est-ce une question de Daniel ou une question de la maison? Non, à la maison, il y a des félicitations. Tu croules sous une pluie de pétales de rose, comme dirait quelqu'un. Mais non. C'est parce que tu as dit marier documentaire et abstraction. Et là, je suis curieuse aussi de l'écriture, parce que ton texte que tu nous lis, puis je sais que tu écris un blog notamment. Alors, ton texte que tu nous as livré est tellement éclairant, puisqu'on parle de lumière, est tellement éclairant dans toute justement cette conjonction-là entre le documentaire et l'abstraction. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu vas comme continuer à explorer dans ce projet-là, la dimension vraiment poétique et philosophique, en fait, de tout ton projet? Oui, mais comme tu te souviens d'un de mes devoirs que j'ai fait pour toi, il y avait un moment que je pensais même d'abandonner la photographie et devenir écrivaine. J'adore écrire, j'adore. Par contre, je n'ai pas vraiment pensé à le côté artistique, pas encore, de mon écriture. La poésie que vous, toi, avez toujours encouragée tout au long les 2 ans ensemble. C'est quelque chose qui, je ne connais vraiment pas beaucoup. J'ai le goût de plonger dans certains poètes pour découvrir une nouvelle façon de m'exprimer. Pour le moment, je suis je pense que je suis un peu trop scientifique dans mes démarches. Moi, si je peux me permettre, tu en as trouvé une, mais c'est celle où tu parles de ce que tu vis dans la photographie. Comme quelque chose, une troisième chose, c'est comme la chose qui les relie. Quand tu nous racontes cette histoire-là de toi sur le bord du fleuve, quand tu nous montres ce que ça a donné, tu sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, tu vois, qui. Voilà, mais j'ai fini. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme une troisième affaire. Je vois. Ouais, c'est ça. Je trouve que tu l'as trouvé, tu l'as vraiment bien fait. Merci, mais je vous félicite parce que je pense, grâce à EPA, que j'ai trouvé cette voie que je ne savais pas exister avant. Approcher le poétique. Dans ma vie, dans ma tête, j'ai jamais pensé que j'ai eu ça dans moi. Tu as parlé de Merleau-Ponty, là. C'est le poétique et le phénoménologique. Oui. Mais tout ça, c'est grâce à vous, là. J'ai vraiment profité de ce programme. Et je ne sais pas quelle est la suite, mais j'ai hâte de découvrir. Merci, John. Je vois Paul ici, Paul de Marseille, qui a une question. Salut, John. Félicitations, c'était très beau. Je voulais juste te demander, comme tu es fleuve aussi l'été. Je veux dire, je pensais aux grandes marées, aux bouleversements. Le fleuve ressent des effets du changement climatique aussi l'été. Est-ce que il y a déjà des idées qui ont germé au-delà de l'hiver et des glaces pour toi? Non, pour le moment. Merci de la question, Paul. J'ai vraiment divisé ma vie pour le moment en 2. Je suis fermière en été et je suis photographe en hiver. Et au début, je pensais que ça serait un problème pour ma photographie. Mais une chose que j'ai appris ici dans le cours EPA,
c'est que ça ne demande pas d'être toujours avec une caméra pour être photographe. Il y a plein d'autres choses, la lecture, les pensées, les journaux, tout ça m'inspire tout au long. Mais ce qui est fun, en novembre, après qu'on a semé l'ail pour l'an prochain, quand je vais au fleuve pour la première fois, c'est comme revoir un grand ami qu'on n'a pas vu. C'est bon, je pense que c'est bon pour ma démarche artistique de prendre un espace. Je ne veux pas couvrir le fleuve toute l'année. C'est juste la glace. Ça me va pour le moment. Merci, John. Marie-Pierre, est-ce qu'on a encore du temps? Il nous reste 3 minutes. Alors, est-ce qu'on avait une question de la maison? Oui, non. Moi, j'en aurais une peut-être en continuité, parce que connaissant un petit peu ton travail, John, je sais comme tu as travaillé beaucoup sur les éoliennes, donc juchées très, très haut dans les airs, donc les airs, l'air. Tu travailles l'eau, le fleuve, et tu travailles avec tes mains comme fermière. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Tu sembles dire que l'été, c'est coupé. Ce n'est pas l'artiste qui a les 2 mains dans la terre, mais si on continuait un petit peu et on ouvrait ça un petit peu, qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui? C'est une bonne question. Oh, merci. En fait, je suis née dans une ville. Mon mari est né dans une ville et nous avons choisi de venir dans le bas de fleuve à créer une petite ferme. Et honnêtement, je n'ai jamais pensé comment avoir les mains dans la terre me changerait. Je suis beaucoup, beaucoup plus consciente des changements climatiques à travers ma ferme, qu'à travers tout ce que je vois dans les airs, dans les livres, dans les médias sociaux. Quand on est fermier, vraiment, la météo à midi, chaque jour, c'est notre Bible. Là. On écoute, on planifie les prochains jours basés sur les mouvements d'air et précipitations. On voit les années difficiles pour la vie à revenir. Moi, je pense que je serais moins impliquée dans les changements climatiques si je n'étais pas fermière. Les deux se nourrissent l'un et l'autre. Mais pour les éoliennes, là, c'est sûr que j'étais dans la lumière, j'étais entourée par les gens inspirants, les gens avec leurs propres mains qui bâtissent notre avenir. Toute cette expérience ferme, les chantiers de construction et photos, je vois que c'est marié, c'est parfaitement marié. Je ne peux pas demander mieux que ça. Un grand, grand merci. Attends, il y a une question. On a terminé la période. Une dernière courte, par justice pour tout le monde. Non, c'est pas moi. Ça vient ça vient des personnes. Elle dit, vous avez parlé de l'angoisse comme un frein au début. Est-ce que maintenant, ça alimente votre processus de création? C'est le passage du frein à, finalement, que ça te stimule. Elle te demande si tu peux parler un petit peu de cette transformation-là. Au début, de l'angoisse, finalement, dans ton rapport à l'angoisse qui est devenu créateur. Oui, mais je retourne encore une fois au programme EPA. C'est grâce à la partage avec toutes les autres femmes artistes dans la salle que j'ai réalisé que oui, ça a été un frein, mais c'est singulier, ça me sert. C'est à moi à trouver la façon de cohabiter. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est arrivé ici, entre nous. Vraiment, EPA, c'est merveilleux. Merci beaucoup, John. John Sullivan. Gestion de micro, c'est gros luxe. D'ailleurs,
parmi les questions, là, ne vous sentez pas trop frustrés à la maison, car demain, à partir de 15h30, on fait un retour sur le colloque. Donc, ça sera aussi l'occasion de revenir sur certaines des questions et des commentaires que vous apporterez. Alors, c'est très précieux pour nous. Alors, notre prochaine présentatrice, Karen Golden. Karen naît et grandit dans la banlieue de Longueuil, coincée entre deux autoroutes et l'usine Pratt & Whitney. Abreuvée de rêveries par une pile de National Geographic, elle quitte prématurément le nid familial pour se frotter aux aspérités du terrain de la contre-culture, à la recherche de ses idéaux. Elle s'installe en Gaspésie, où elle défriche des jardins au bord des routes et des ruisseaux, se nourrit d'orties, de rencontres humaines et de la poésie des corneilles. Elle tisse un monde nouveau à partir de son imaginaire bouillonnant. Artiste multidisciplinaire et céramiste autodidacte depuis 2006, Karen s'intéresse au processus de transformation et de régénération ainsi qu'à l'empreinte mémoire en devenir. Alors, la présentation de Karen aujourd'hui s'intitule « Retrouver la beauté dans un monde endommagé ». Karen. Retrouver la beauté dans un monde endommagé. Je sais que le monde ne va pas bien. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été préoccupée par l'environnement. J'ai passé mon enfance à explorer les ruisseaux et les boisés, observer les crapauds, les oiseaux et les insectes de toutes sortes. Plus récemment, j'ai été interpellée par l'impact des activités extractivistes qui détruisent les écosystèmes et menacent les conditions d'habitabilité de la Terre. Bien que je sois mobilisée par les enjeux environnementaux, je ressens également de l'impuissance et du découragement face à la complexité de la situation, car je ne sais pas comment contribuer au changement de paradigme nécessaire pour éviter cette catastrophe écologique. Il y a un peu plus d'un an, l'avènement de la pandémie mondiale de COVID-19 bouleversait ma vie, comme celle de milliards d'autres êtres humains. Je vais vous partager le récit de mon expérience personnelle, vous faire part des impacts que cela a causés dans ma vie de femme et de mère, ainsi que les effets que cela a occasionnés sur la trajectoire de ma pratique artistique. En mars 2020, le gouvernement du Québec imposait à la population un confinement généralisé pour freiner la propagation du virus. En conséquence des inégalités sexuelles et économiques qui perturbent encore dans nos sociétés, je me suis retrouvée, comme tant d'autres femmes qui ont un revenu inférieur à celui de leur conjoint, assignée à la tâche familiale et restreinte à occuper la sphère domestique. En plus, mon métier d'artiste céramiste nécessite un atelier pour accomplir mes activités professionnelles. En raison des restrictions sanitaires, le bâtiment dans lequel se trouve mon atelier a été fermé et j'ai été privée de l'accès à mon lieu de travail, de mes revenus et également de ma raison d'être. Être privé de quelque chose nous permet parfois d'en saisir la valeur. J'ai alors sombré dans une profonde angoisse existentielle et je me suis mise à réfléchir au devenir incertain de l'humanité. Intuitivement, j'étais persuadée qu'il existait un lien entre la crise écologique systémique et la crise sanitaire. En cherchant des éclaircissements à ce sujet, j'ai découvert les travaux de l'auteure Marie-Monique Robin. Dans son ouvrage « La fabrique des pandémies », elle démontre que la déforestation, l'agriculture industrielle, l'urbanisation et la mondialisation entraînent la destruction des écosystèmes, précipitent l'effondrement de la biodiversité et menacent la santé des humains.
Ces conditions favorisent l'émergence de nouvelles maladies comme les zoonoses et risquent de provoquer une épidémie de pandémie dans les prochaines décennies. Mes intuitions se sont alors confirmées par ces faits. La pandémie qui perturbe le monde depuis 1 an n'est donc que la pointe de l'iceberg de la crise écologique systémique qui nous menace tous. Désemparée face à l'état du monde et envahie par une immense vague de détresse, j'étais en proie à l'éco-anxiété et au désespoir environnemental, pour reprendre l'expression de Joanna Macy. J'étais dans un état d'engourdissement psychique, complètement paralysée par la colère, la tristesse et l'impuissance. Et comble du malaise, je me sentais coupable de ressentir de telles émotions. Dans son ouvrage « Les émotions de la Terre », Glenn Albrecht, philosophe de l'écologie, démontre que les émotions et les affects causés par la crise écologique peuvent entraîner une réelle détresse psychique. Il invente le concept de solastalgie, qui est maintenant employé par des organisations politiques telles que le GIEC pour décrire les effets de la crise écologique sur la santé mentale des individus et des populations. En résumé, j'ai réalisé que je n'étais pas séparée du monde, que je suis en fait une partie intégrante d'un organisme plus vaste, le système Terre. Et lorsqu'une partie de cet organisme vivant est dysfonctionnelle, voire malade, je peux également ressentir de la souffrance, car je suis reliée à tous les autres êtres de cette planète dans un maillage d'interdépendance dynamique. Maintenant que j'avais compris mon appartenance à cette matrice organique et que mes émotions étaient légitimées, je pouvais soit laisser la peine me terrasser ou alors la laisser ouvrir le chemin de mon cœur. Dans un élan spontané, une pulsion irrépressible, j'ai eu besoin d'extérioriser et de manifester cette expérience par le moyen de l'expression artistique. Pendant cette période de confinement, j'ai peint, dessiné et écrit quotidiennement, par nécessité. J'ose affirmer que cette pratique artistique journalière m'a permis de résister à l'anéantissement de tout espoir. Cette pratique était mon unique refuge. Elle a gardé très loin de moi les tourments et les difficultés afin que je puisse me régénérer et guérir. Elle m'a enveloppée, bercée et consolée. Ma vitalité créative avait été stimulée et maintenant qu'elle était restaurée, elle m'avait donné la force de surmonter ma désespérance, rendre ma douleur plus soutenable et ainsi traverser le deuil qui me tenaillait. Je devrais apprendre à me contenter d'un monde imparfait. Revitalisée par ma pratique artistique, j'ai ressenti une véritable transformation intérieure. Un changement tel un processus alchimique s'était produit et grâce à cela, j'ai retrouvé progressivement le désir de vivre et pratiquer la résistance joyeuse, maintenir un espoir radical et dévouer mon existence à lutter contre les systèmes de domination et d'oppression qui créent des inégalités, instrumentalisent le vivant et détruisent la Terre. Suite à cette expérience, j'ai recueilli 2 questionnements fondamentaux que je souhaiterais explorer dans cette recherche. D'abord, si la crise écologique en est une de la sensibilité et de la relation que nous, les humains, avons avec la nature et le vivant, que peut faire l'art dans un tel contexte? Et est-ce qu'une pratique artistique incarnée et connectée à cette sensibilité peut modifier notre rapport au monde en transformant notre désespoir environnemental en puissance d'agir créatrice? Le projet de recherche et création que je vous présente aujourd'hui tente de répondre en partie à ces grandes interrogations qui alimenteront assurément de futures recherches tant le sujet m'habite et me passionne. Les processus de transformation que j'ai évoqués plus tôt sont vécus dans mon intériorité. Ils sont donc extrêmement personnels et subjectifs. En conséquence, ils sont difficiles à mesurer avec des données quantitatives. J'ai choisi de documenter mes observations, mes ressentis et mes intuitions
à l'aide de récits phénoménologiques. Ainsi, cela m'a permis d'identifier les schémas qui structurent ces phénomènes dans la sphère de l'intime. Donc, l'idée de ce projet est survenue suite au visionnement d'un documentaire sur la Grande Barrière de Corail en Australie. En 2019, la Grande Barrière de Corail a vécu son plus grave épisode de blanchissement. Le dépérissement des coraux est dû à l'augmentation de la température de l'eau et de nombreux facteurs reliés aux activités humaines, acidification des océans, variation de température et pollution. Devant ces paysages sous-marins de coraux fantomatiques, j'ai ressenti un sentiment de dévastation et de désolation. Ce paysage s'imposait à moi telle une mise en image, une représentation iconique de la fin d'un monde abîmé de manière permanente par la démesure anthropocentrique. Devant ce tableau stupéfiant, j'ai également été saisie par une autre impression. J'ai aperçu une forme de beauté, étrange et déroutante, qui se dégageait de ce spectacle mortifère. J'avais la conviction que dans cet espace ainsi libéré, la vie pourrait se renouveler et se régénérer infiniment, prenant une autre forme si nécessaire. Ces observations ont éveillé ma curiosité et je me suis interrogée sur les cycles de vie et de mort, ainsi que l'autopoïèse, qui est la capacité du vivant à se produire soi-même, s'auto-organiser et se régénérer de façon autonome et perpétuelle. J'ai observé l'expression de ces cycles dans mon propre psychisme lors de la réalisation de ce projet. Je suis une artiste céramiste issue des métiers d'art et dans le cadre de ma pratique habituelle, je conçois et je fabrique des pièces de céramique destinées aux arts de la table. Pour ce projet, je me suis affranchie de l'injonction de profitabilité et j'ai utilisé l'argile de façon plus intuitive qu'à l'habitude. Sur les pièces, j'ai volontairement laissé les traces et les imperfections apparues pendant le processus de fabrication. J'ai porté mon attention sur le processus créateur plutôt que sur l'atteinte d'un résultat esthétique contrôlé. Je suis restée attentive aux détails de l'expérience et j'ai laissé survenir les gestes, les idées ou les événements qui auraient pu bouleverser la trajectoire de manière imprévisible ou spontanée. Au départ, mon intention était de concevoir une œuvre vestimentaire, évoquant des fragments organiques de coraux ou de végétaux fossilisés. Je ressentais un puissant appel d'incarner mon œuvre, la revêtir tel un exosquelette, faire corps avec elle dans un acte performatif in situ. Ainsi recouverte de mon œuvre, je voulais théâtraliser ma peine pour l'état du monde et la transformer symboliquement dans une forme de rituel psychomagique. Je voulais documenter cette performance par la photographie, la vidéo et l'écriture. J'ai donc commencé par façonner des centaines de tessons de porcelaine que j'ai texturés et ensuite colorés tout simplement avec de l'oxyde de fer. Les formes, les textures et les motifs sont inspirés par les récifs coralliens. Ensuite, j'ai agencé et relié les morceaux de céramique ensemble en les tressant avec des cordes, avec des gestes millénaires. Durant la conception de cette œuvre, je suis restée attentive à ce qui semblait vouloir surgir de mon territoire imaginaire. De l'autre côté, la matière semblait également animée par sa propre volonté. Nous étions engagés ensemble dans un dialogue de réciprocité. À mon grand étonnement, le projet a bifurqué dans une direction inattendue pendant l'assemblage des pièces et je n'ai pas réalisé l'acte performatif que j'avais d'abord imaginé, désiré et visualisé si intensément. J'ai senti que ce n'était pas la destinée de l'œuvre d'être portée. Autrement dit, l'acte performatif a perdu sa valeur symbolique. Il n'était plus nécessaire pour accomplir le rituel libérateur. Cet acte de transformation a eu lieu, mais il a été vécu intimement pendant le processus de création.
J'ai intitulé cette œuvre « Retisser l'étoffe du vivant » ou « Earthgown ». Plutôt qu'un acte performatif, cette œuvre est devenue une déclaration d'amour à la terre, une offrande pour l'honorer, faire corps avec elle et retisser les liens qui m'unissent à l'univers. Dans un état de pleine attention, plongé dans ce lieu intemporel provoqué par l'acte créateur, je suis entrée en résonance avec sa vibration singulière. Je plaçais chaque pièce soigneusement en déposant une prière silencieuse pour la guérison de la terre, mais aussi une prière pour la guérison de mon propre corps, ce corps féminin, ce corps de femme qui est l'interface sensible et connectif qui relie mon cosmos interne au monde extérieur. Toute cette expérience m'a donné la conviction qu'une pratique artistique assidue, enracinée dans la matière et le geste, peut agrandir ma disponibilité et ma sensibilité, me permettant ainsi de ressentir, d'expérimenter autrement et changer mon rapport au monde. En accédant à ce territoire imaginaire, ce sanctuaire sauvage et immuable, mon être peut se connecter à cette puissance et se déployer afin de retrouver sa pleine liberté. Pour lutter contre la crise écologique, contre les inégalités et les injustices, nous avons besoin de citoyennes et de citoyens engagés, d'activistes, mais aussi d'artistes, tous en contact avec leur sensibilité, qui participeront à l'émergence d'une culture biophile et bienveillante, une culture au service de la continuité de la vie. Nous avons besoin de l'art, de la poésie, de la musique et de la beauté pour nous émerveiller, pour rêver de nouveaux horizons et imaginer des futurs qui soient désirables pour toutes et tous. Je vous ai partagé aujourd'hui l'essentiel de mes réflexions en espérant que vous soyez à votre tour inspirés et vitalisés par ce partage et que cela vous donnera envie de nourrir votre propre feu intérieur afin que le cycle de création se perpétue à l'infini. Je vous remercie tous pour votre précieuse écoute. Bon, merci beaucoup, Karen. Pour les personnes qui viennent de se joindre à nous ou qui se sont jointes à nous durant la belle présentation de Karen, vous voyez en bas de votre écran Q et A, ou ça dépend si vous êtes en français ou en anglais, questions-réponses, où vous pouvez écrire des questions si vous avez des questions à poser à Karen. On a pour chaque présentatrice une période d'environ 10 minutes. Alors, voilà, sentez-vous les très, très bienvenus à poser des questions. Même chose pour vous dans la salle, mes amis, si vous avez des questions. Peut-être, Daniel, est-ce qu'on en a? On en a? Pas encore. Virginie, aurais-tu une question pour notre Karen? Karen, est-ce qu'il te semble possible de concilier, bon, dans ta carrière, autant que dans ta pratique, la création utilitaire en série, donc et la création de pièces d'expression, terme qui est employé en métier d'art, donc des pièces uniques telles que retisser l'étoffe du vivant. Est-ce que ça t'apparaît possible que ça se concilie dans une pratique, dans ta carrière? Oui, tout à fait. Ça devient de plus en plus possible. C'est quelque chose, en fait, tout comme John, je pourrais remercier, c'est sûr, tout le cheminement, le parcours que j'ai fait avec EPA, en fait, qui m'a permis de comprendre comment je pouvais relier tout ça ensemble, là, tresser toutes les différentes, c'est ça, tous mes aspirations créatives, puis aussi concilier ça avec une production utilitaire là, qui va générer des revenus également. Merci. Merci, Karen. Alors, est-ce qu'on a une autre question de la maison, de la salle? Moi, j'en aurais... J'aimerais ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup parlé, ta présentation, Karen. Vraiment, bravo. Il y a deux trucs là que j'aimerais ça, si tu as envie d'élaborer un petit peu plus, déplier un petit peu plus. Quand tu nous as parlé de l'autopoïèse,
Puis le rituel libérateur. Quand tu as parlé de l'autopoïèse par rapport au... Enfin, il m'a semblé qu'il y avait un lien à continuer ou que si tu avais le temps, le désir de nous en parler un petit peu plus. Tu veux dire comment je le vis dans ma propre vie ou dans ma... Oui, exactement, parce que ce que tu disais des espèces, ça me semblait, ce que tu nous décrivais de ce que tu as traversé ressemblait à ce que tu décrivais pour les espèces. Ben oui, ben je pense que pour moi, la créateur, ma pratique artistique, ça me permet en fait d'observer ces processus-là, puis ces cycles-là. Puis j'ai réalisé en fait que c'était présent dans toutes les sphères de mon existence. C'est ça, ces cycles de vie, mort, régénération. Puis quand je me suis mis à observer la nature, les rythmes des saisons, c'est ça, j'ai vraiment été... j'ai vu que c'est ça. En fait, quand on laisse l'espace, il va vraiment se passer des choses merveilleuses et inattendues. Et puis, que dans le fond, le vivant va toujours trouver une façon de s'autogénérer, se perpétuer à l'infini, là, même si on bétonne toute la planète puis qu'on artificialise tous les sols, il va toujours y avoir une craque dans le béton par laquelle la vie va pouvoir jaillir. Puis, c'est aussi comme une métaphore pour à l'intérieur de nous, même si on se coupe complètement de notre monde émotionnel, de notre sensibilité, parce qu'on est face à des souffrances ou à des difficultés qui sont trop grandes, mais il va toujours y avoir cette petite faille-là, cette petite fissure par laquelle la vie va pouvoir croître puis nous retrouver. Merci, Karen. Est-ce qu'on a... Je vois quelqu'une se lever ici, se diriger vers le micro. José? Bravo, Karen. Moi, j'aurais une question. Tu as beaucoup fait référence à l'environnement aquatique australien. Est-ce que dans ton environnement gaspésien, tu vois des choses qui te marquent ou qui t'interpellent au niveau des changements environnementaux? Ben oui, tout à fait. C'est sûr qu'on voit, avec les grandes marées, l'érosion côtière. En fait, j'ai vraiment réalisé que moi, je suis victime, je vis de la solastalgie. Donc, c'est comme si je vois les saisons ne sont plus les mêmes. Je vois que le lieu que j'habite se transforme à cause des changements climatiques. Puis ça me bouleverse beaucoup. Donc oui, en fait, un peu comme John l'a dit, c'est une seule et même crise, en fait, qui nous englobe tous et toutes, là. Merci, Karen. Pas de questions de la maison? Oui, est-ce que tu veux nous la transmettre? Ou... Parle proche du micro. Tu as des félicitations là, qui viennent aussi, tu regarderas. C'est au sujet de tu as dit, tu as cité Messi, Joanna Messi tout à l'heure. Il me semble voir dans ton parcours la spirale du travail qui relie, avec ses 4 étapes de gratitude, de deuil, mutation et passage à l'action. Alors, elle demande, est-ce que ça t'a inspiré ce processus-là? Puis penses-tu continuer ce travail d'exprimer la parole de la Terre à travers tes pratiques artistiques? Oui, tout à fait. Je ne sais pas vraiment comment élaborer là-dessus, par exemple. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est ça, dans la dernière année, j'ai vraiment réalisé que c'était quelque chose de fondamental, en fait, dans ma pratique, que l'art me guérit là, de toutes les manières possibles. Puis c'est ça, ça me permet de traverser toutes les difficultés, les deuils. C'est vraiment quelque chose de précieux dans ma vie, puis de créer davantage d'espace. Puis je pense que le programme m'a permis de comprendre l'importance que ça avait dans ma vie. Et puis que ce n'était pas quelque chose de superflu ou quelque chose qui était contre-productif d'être dans mon atelier.
mais qu'en fait, c'était ma manière de participer à transformer le monde, en me transformant moi-même en premier. Ben, OK. Moi j'aurais un petit commentaire qui va un petit peu qui continue un peu ce que tu as dit, puis qui rejoint la question de Virginie au début sur la production utilitaire là, comme versus la production expressive. Je trouve que dans ta présentation, dans mon esprit à moi, elle a complètement aplani la distinction entre les deux. Je trouve que bon, ben, il y a juste que, tu sais, les contenants sont plus utilitaires, mais en réalité, je ne vois plus de différence parce que tu as vraiment montré les deux comme des entreprises de production de sens. Tu sais, voilà. C'était pas une question, c'était un commentaire. Oui, bien, il y a la même intentionnalité. En fait, j'ai réalisé qu'il y a la même intentionnalité si je réalise une œuvre conceptuelle de la même manière que je vais réaliser des pièces utilitaires. Donc, je pense que c'est ça, c'est des petits univers en soi. Merci. Merci. Je crois que nous avons atteint notre limite de temps. Merci. Gênez-vous pas pour quand même mettre des questions dans la section. On pourra y revenir demain. Merci, Karen. Alors, notre troisième présentatrice avant d'aller dîner, Rachel Thibault, que je vous présente. Autodidacte, Rachel lit, voyage et visite nombre d'expositions et musées qui lui tiennent lieu de maître. De multiples formations s'ajouteront pour parfaire ses habiletés. Depuis plus de 30 ans, elle expose en région, en solo et en collectif avec le Centre d'artistes Vaste et Vague, dont elle est l'une des fondatrices. Rachel est biologiste de terrain. La nature est omniprésente pour elle depuis les débâcles printanières de son enfance et l'émotion qu'elle en retire nourrit sa créativité. Parallèlement à sa pratique artistique, Rachel tient à souligner ses engagements citoyens qui la rapprochent du cœur humain, une autre source d'inspiration. Elle vit en Gaspésie, où elle poursuit sa recherche de la forme épurée. Alors, la présentation performance de Rachel aujourd'hui, résonance ou riposte, un état d'esprit. Rachel. Bonjour. Alors, passons aux choses sérieuses. Je suis arrivée à l'UQAR avec une intention, celle bien prétentieuse, de comprendre si je devais continuer ma vie d'artiste ou la cesser. Depuis 2 ou 3 ans, j'avais l'impression de tourner en rond. L'impression de refaire la même chose, même si je changeais de sujet, de médium ou de lieu de diffusion. Une impression bien malaisante pour une artiste, comme une panne sèche. Et en même temps, à chaque fois que je prétendais accrocher définitivement mes pinceaux, un cri du ventre me ramenait à la réalité. Quelque chose s'accrochait, ne voulait pas laisser la place. Puis, au mois d'août 2019, j'entends parler du programme Études de la pratique artistique de l'UQAR. Oh, je l'ai vu comme une occasion de brasser la cage. Je n'ai jamais eu peur de plonger, une fois convaincue du bienfait probable. J'ai la certitude qu'en plongeant, j'ouvre des portes. L'aventure m'attirait. Dans la même période, mon attention
dérivaient vers ces migrants climatiques dont on commence à parler. Ceux qui vivent la montée des eaux de l'océan mondial. Ceux de l'île de Jean-Charles au large de la Louisiane, tout comme ceux plus loin des îles du Pacifique. Mon senti de nomade sédentaire me donne envie de parler d'eux. Bien sûr, comme je côtoie la mer depuis longtemps, la condition de ces gens m'interpelle. Mais il y a plus. J'ai vécu, comme on disait tout à l'heure, enfant, les inondations au cœur même de mon village, lors des embâcles des rivières Matapédia et Restigouche, année après année. Plus tard, il aura fallu lever le chalet de 3 pieds, tant qu'à faire, pour contrer l'envahissement de la mer dans la baie des Chaleurs. Le cycle des 50 ans, comme disent les vieux, s'était fracassé et la mer entourait le chalet maintenant, année après année. Et, ironiquement, même si ma maison est juchée sur un coteau, l'eau des fortes pluies d'automne et l'eau de dégel montent dans ma cave. Je connais le stress de l'eau qui monte. L'eau, la mer. La mer, elle semble inoffensive, assez pour s'y baigner, mais eau qui guette aussi. C'est un souci, c'est un risque, elle est envahissante. Devant cette eau qui monte, je me sens de la fratrie des côtiers. Il sera question de cette mer, de cet océan mondial qui s'élève année après année, qui prend sans demander, qui gruge pour certains côtiers, qui s'étale pour d'autres, bref, qui dévore, indéniablement, inexorablement, qui prend pied sur la terre de nos ancêtres. À quoi nous ripostons ou raisonnons dans nos corps? Digues, pilotis, déplacements, déménagements. Sédentaires en transition ou nomades obligés, permanents. A priori, nous ripostons ou raisonnons dans nos corps, dans nos voix. Ébranlés ou portés vers un avenir incertain, mais vrai. En montant la maison sur pilotis, on peut être tout aussi bien dans la riposte que dans la résonance. Tout est dans la façon d'aborder le problème. C'est l'affaire de chacun. L'une des solutions est énergivore et l'autre énergisante. C'est un choix à faire. Je résonne avec la nature, avec la mer, où je riposte un point de vue, mais surtout un état d'esprit. Devant tout, devant la vie. Comment, eux, les migrants climatiques, vivent-ils cette montée des eaux? La résonance implique l'interdépendance, la résilience. La riposte implique le combat, l'affrontement. Finalement, je ne veux pas parler des migrants climatiques. Je ne peux pas entrer dans leur cœur pour saisir leurs émotions. Je ne veux pas toucher à leur détresse. J'aurais trop mal. J'ai une incapacité à vivre la souffrance des autres. J'en souffre autant. Et la souffrance m'engloutit. Je ne peux pas. Des images d'enfants apeurés, de vieillards résilients ou avec un regard hagard, je ne peux pas. Ça me fait mal. Dès que les images apparaissent, je les chasse.
Elle me perce trop le cœur. That's it. C'est ce que je fais à la suite d'une pluie verglaçante durant l'hiver. Je chasse les images des chevreuils avec les pattes lacérées par la croûte sur laquelle courent aisément les coyotes qui les poursuivent. Je ne peux pas les imaginer. Non, je ne peux pas. Mon cœur défaille. Tout mon corps vit cette douleur, cette peur incontrôlable, cet appel de la mort jusque dans mes tripes, comme on dit. Non, non. J'aime mieux rêver cette nature qui me berce. Je résonne avec elle. J'ai fait le choix de la voir belle et forte. C'est une question de survie. J'ai besoin de l'émerveillement qu'elle suscite en moi. J'en ai besoin pour survivre, pour ne pas sombrer. Dans l'œuvre à présenter, je ne parlerai que de moi, que de mon lien avec cette mère. Je m'accroche à la beauté du monde, sinon c'est la mort dans l'âme. That's it. Probablement est-ce la sensibilité d'artiste qui est touchée. Je m'accroche à cet immense territoire qu'est la nature, si belle et si forte à mes yeux depuis longtemps, sinon depuis toujours. Que ce soit sur terre ou sur mer, que ce soit sur les hauts sommets du parc de la Gaspésie, dans cette mer de montagne, ou sur les eaux profondes du golfe Saint-Laurent et de l'océan Atlantique. Devant l'intelligence et l'ingéniosité de la nature, je m'incline. Je suis simplement médusée, émue. C'est par elle que je réussis à vivre. La nature est ma maison, ma véritable maison. J'y suis bien, en sécurité. Je me sens chez moi. La nomade sédentaire que je suis a bien compris qu'elle est nomade dans ses constructions civilisées successives et qu'elle est sédentaire dans cette nature omniprésente. Une dualité bien étrange à vivre. Des symboles ou des éléments reviennent sans cesse dans mes dessins et gravures. La maison et le bateau. Ils s'entremêlent, vibrent en duo. J'ai souvenir d'un moment d'intensité qui révèle que ce lien avec la nature s'est incrusté très tôt. Je devais avoir 3 ou 4 ans. J'aimais aller dans le champ à côté de la maison. J'y allais seule. J'aimais ces herbes hautes qui m'entouraient et dépassaient ma tête. J'aimais sentir cette vie autour de moi. Il y avait des bourdons, rondelets, beaux, mais surtout intrigants. Je m'approchais d'eux et pour mieux les observer, je prenais une tige fleurie sur laquelle butinait un bourdon et je l'approchais lentement, fébrilement, vers ma main ouverte pour qu'il se transfère de lui-même sur ma paume. Ce qu'il faisait, je lui laissais le temps, j'étais patiente. Je pouvais donc ainsi le regarder dans toutes ses coutures. Je faisais ça souvent. Je me souviens d'une fois où j'eus le sentiment profond d'être en contact avec lui et avec l'univers. J'eus la sensation intense d'être en communion avec l'univers, de faire partie de cet univers. L'espace autour de moi avait pris une telle dimension qu'il n'y avait plus que nous et l'univers. Toute ma vie, sans le comprendre vraiment jusqu'à aujourd'hui, je me suis frottée à cette nature et aux humains
pour revivre cette intensité. Frotter à l'art aussi. J'ai passé par toutes sortes de chemins pour retrouver ce lien avec l'univers. Il y a eu quelques combats, quelques ripostes, surtout avec les humains. Mais la plupart du temps, je m'y glissais dans cette intensité. Je résonnais avec elle. Même devant ce mur d'eau, haut de plusieurs étages qui me faisait face et que je devais affronter, je résonnais. Même si cette vague était terrifiante, j'étais éblouie, émue de tant de magnificence. Je résonnais. Avais-je le choix? Devant la dangerosité de la mer, j'ai appris. Cette mer qui me fait peur lorsqu'elle se fâche, je lui dois respect. Sur cette mer, j'ai appris l'humilité. Comme disait un capitaine d'une école de marine, la première qualité d'un marin, c'est l'humilité. Le voilier de 55 pieds est comme une coquille de noix qui glisse vers le bas de la vague pour remonter la prochaine. On ne garde pas le cap, dit la capitaine. On ne fait que prendre la vague dans le bon angle. Dans une situation semblable, on ne peut riposter. Il faut plutôt raisonner avec elle. Il faut faire le choix de la bonne attitude avec elle. On ne peut pas aller contre elle. Il faut aller avec elle. Sinon, on est perdu. C'est ainsi dans ma pratique déjà. Pourquoi ne serait-ce pas ainsi dans la vie? Ne serait-ce pas plus facile, plus sécuritaire, moins épuisant? Serait-ce l'attitude à développer comme migrant climatique? Je connais la mer. J'y ai navigué, plongé, pêché. Je l'ai expliquée sous toutes ses coutures. Elle coule dans mes veines. J'ai de l'eau de mer à la place du sang, comme dirait l'autre. Le navigateur en moi ne s'arrête pas, la danseuse non plus. Dans un corps à corps avec la mer, moi et l'équipage, nous sommes coude à coude sur le pont du bateau de pêche, dansant la même valse pour garder l'équilibre. Dans un corps à corps avec la neige, mes chiens et moi dansons avec le traîneau qui s'engouffre dans les courbes du sentier. Être en résonance, c'est mon choix. À travers mon parcours dans le programme en études de la pratique artistique, un autre personnage est sorti de l'ombre de mon inconscient, le moine. Le moine, vivant dans un même lieu, contemplatif et libre de tout bien, calme du bien-être d'agir en communauté. Moine et navigateur. Porter ces deux états en duo est effarant. Comment l'un et l'autre peuvent s'accommoder? Le moine donne la force tranquille, la paix inspirée, le socle pour permettre l'élan du navigateur. Assoiffé de surprises, de l'ailleurs, me propulsant dans le vide, dans l'extrême, bafouant les risques. Sûr au fond de ma capacité à être partout, parce qu'en résonance. Aujourd'hui, je cours ce risque encore, le risque de la performance, où tout se joue dans le moment présent. Cet état de risque, je l'ai côtoyé si souvent dans ma vie. La terre en hiver et la mer en toute saison ne pardonnent pas à ceux qui n'ont pas ce socle sur lequel s'appuyer, ceux qui ne connaissent pas le code, c'est-à-dire cet instinct de la bonne décision à prendre au bon moment. Cet état, cet instinct, je le retrouve dans mon atelier, à l'exécution, où ces moments d'intensité appelés kairos me guident inexorablement vers une finalité.
Dans mon atelier, j'attends. Je suis à l'affût. Le geste à poser, le matériau à prendre, l'attente. Puis, je me sens happée par quelque chose, par une idée à matérialiser. Je choisis l'outil, le pinceau, la spatule, la gouge, le ciseau. Je change, je reviens, je suis dans l'action. Je suis guidée par plus grand que moi. En performance, j'attends avec la même écoute, avec mon corps. Je demeure disponible à l'imprévisible. Ce corps. Le choix d'une performance. Pourquoi un retour à la performance? Un retour au corps. À la session dernière, j'ai parlé de Margie Gillis. Mon intérêt pour la danse est présent depuis ma prime enfance. J'ai pratiqué la performance il y a plusieurs années déjà. La forme s'est épurée et rejoint indubitablement ma signature, reconnue dans les autres médiums approchés. Au début, j'utilisais des objets, beaucoup d'objets, trop d'objets. Au fil du temps, j'épurais, sans m'en rendre compte. Je veux le geste précis, net, simple, seul dans l'espace vide, comme dans mes dessins. Dernièrement, j'ai pris conscience que la performance ajoute une dimension à mon écriture artistique. Je passe du pictural au sculptural, une sculpture qui évolue dans l'espace et dans le temps. Pour ce colloque, je me suis donc remise à la performance. Un coaching intense, très intense, avec Sylvie Tourangeau, qui m'a fait comprendre, enfin, que ce mode d'expression m'exige de toucher le fond de mon être sur lequel s'appuie mon élan, de plonger dans mes profondeurs. Je me donne accès à une intimité que je ne connaissais pas. Auparavant, dans mes tableaux, les choses étaient souvent définies par l'extérieur, comme me le faisait remarquer une collègue du programme. La présence venait de l'extérieur et je ne faisais que traduire l'émotion qui me traversait. En performance, cette présence vient de l'intérieur de moi. Je suis conviée par cette nouvelle posture à vivre et à explorer ce moi, à me donner le moyen de traverser la frontière entre ce que j'observe et moi. Bien sûr, c'est le moi qui regarde l'extérieur, qui participe par l'émotion ressentie et réalise l'œuvre dans ce sens. Dans ce sens, il y a échange entre cet être intérieur et l'extérieur. Cet échange teinte l'œuvre. Il n'y a donc pas une réelle dichotomie entre les deux. Mais, maintenant, je veux regarder jusqu'où et comment cet extérieur colore profondément mon intérieur. Je comprends que ce qu'il y a à l'intérieur de moi est tout aussi intéressant que ce que j'observe à l'extérieur. Alors, tout m'appelle à continuer. Ma grand-mère intérieure se transforme petit à petit. Il y a une œuvre à venir. Je comprends qu'un autre territoire m'est vital, celui de l'art. Ce corps, entraîné dans tous ses périples, ce corps aguerri, portant trace d'assaut de ses plaisirs, corps vieillissant mais jeune encore avide d'aventure, corps aspirant à bouger, à ondoyer comme dans l'eau, comme sur l'eau. La mer n'est pas immobile. On ne peut pas être immobile sur l'eau. Il faut danser sur l'eau, quelquefois rageuse, orageuse, fougueuse, récalcitrante.
puis apaisée, calme comme un miroir, sourde, se préparant pour un autre voyage.
La mère n'est pas si une mauvaise mère. Elle ne fait que reprendre sa terre, la terre qu'elle a enfantée. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Rachel. Je vais aller monter l'escalier, si vous me permettez. Alors, j'invite celles et ceux qui se sont joints à nous durant la belle présentation de Rachel. Si vous avez des questions pour Rachel, vous avez une belle section, là, vous pouvez nous envoyer ça. Je vois, Daniel, déjà que tu aurais une question. Oui, qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Rachel, c'est Aliou qui est au Sénégal. Aliou, il a fini la maîtrise en études des pratiques psychosociales. Et il écrit « Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de me reconnecter à l'UQAR. 8 ans après mon retour au Sénégal, il dit « Le concept de nomade sédentaire me parle beaucoup. Sédentaire car je me suis fixée dans ma province depuis 7 ans, mais nomade car mon esprit voyage entre l'Occident et l'Afrique. Car dans l'accompagnement des personnes handicapées, je fais toujours le lien entre les pratiques anglo-saxonnes et les réalités de nos territoires. » Merci beaucoup, Aliou. Merci. Merci, Aliou. Nous te saluons chaleureusement. Alors, je vois Caroline, tu as une question. Oui, Rachel, est-ce que le retour à la performance, la fluidité que tu as retrouvée dans ton corps, penses-tu que ça va avoir une influence dans la fluidité de ton geste quand tu vas retourner à la gravure et au dessin? Ou est-ce que ça va changer quelque chose? En fait, je pense que ce qui a pris place avec la performance, c'est vraiment un retour au corps. Sûrement que ça va avoir de l'influence, peut-être, oui, sur ma fluidité, peut-être dans le geste, mais possiblement plus encore dans les images. Mais là où ça va avoir plus d'impact, à mon avis, c'est vraiment que le corps va prendre de plus en plus de l'importance par d'autres performances, peut-être, par autre chose, peut-être, mais je sens que le corps est important et aussi vieillissant, donc il faut toujours garder son corps en forme le plus possible. Donc, peut-être que l'art va me donner justement l'opportunité de le garder en forme, ce corps. C'est ce que je nourris comme espoir. Voilà. Merci de la question. Merci, Caroline. Merci, Rachel. Je ne sais pas si on a une autre question de la maison. Je ne crois pas. Mais si je peux me permettre, Rachel, j'aimerais ça saluer très chaleureusement notre amie Sylvie Tourangeau, Oui. qui, j'en suis certaine, est pendue à nos lèvres dans sa belle maison jaune. On te salue avec grande joie, Sylvie. Aimerais-tu nous parler un petit peu de comment tu as travaillé avec Sylvie, justement, parce que ça semble avoir été tout à fait majeur pour toi? En fait, Sylvie Tourangeau, c'est avec elle que j'ai connu la performance il y a de ça presque 30 ans, sinon 30 ans. Dans ma vie, elle a toujours été assez présente, sporadiquement, mais quand même pour justement toujours ça, la performance. On a fait des apparitions publiques au début, mais à un moment donné, juste simplement les ateliers que je faisais, que je suivais assez régulièrement avec elle pour me garder dans une espèce de dimension, dans la création, mais dans une espèce de dimension, dans la profondeur que j'avais besoin d'aller chercher par ces ateliers-là. Donc, ça a toujours été comme quelque chose de continu dans ma nourriture, je dirais, artistique. Et puis là, l'idée de la performance a popé, comme j'ai dit, l'automne passé, puis il n'y avait pas d'autre chose qui sortait. Ça fait que je me suis dit, oh là là, ça fait un bout de temps. Donc, 3 semaines intensifs avec Sylvie, c'est intense. C'est très, très, très intense. Sylvie, c'est quelqu'un qui est nécessairement intense, oui.
une personne qui est très à l'écoute et c'est une pro de la performance. Oui, donc chaque petit détail, chaque petite chose l'interpelle. C'est une performeuse 24 heures sur 24. J'ai pu la voir justement parce que j'ai partagé des jours avec elle, puis il y avait des petits détails sur lesquels elle accrochait, puis oups, et elle faisait une performance de même, comme ça, spontanément. Non, c'est quelqu'un qui est très, très, très inspirante. Et puis, justement, à la fin juin, normalement, il y a un atelier, une formation de 5 jours en Gaspésie à Carleton et je me suis inscrite parce que c'est sûr que je vais continuer de sentir cette énergie-là qui est différente de mes autres domaines de création. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Et puis, ça me nourrit aussi. Voilà. Merci Rachel. Je crois qu'on aurait le temps pour une autre question ou un commentaire et on pourra ensuite se laisser pour aller dîner. Alors, est-ce qu'il y aurait une question, un commentaire? Virginie, comment vas-tu? Je vais bien derrière. Oui. Bien, Rachel, d'abord, un commentaire. Je tiens à te souligner à quel point j'ai été touchée par ton aplomb durant cette conférence avec nous aujourd'hui. La lenteur, tu prenais le temps de te déposer vraiment. J'aimerais que tu me parles de l'éveil du corps qui a entraîné le retour à la performance, le recours à la performance dans cette exploration-là. Donc, comment ton corps a répondu ou réagi pendant et après l'intensité vécue dans cette performance-là qui a été enregistrée et retransmise aujourd'hui? En fait, c'est ça. Donc, on a travaillé la performance et on l'a capté. Le corps est revenu, dans le fond, assez facilement parce que toute ma vie, j'ai travaillé avec mon corps. Toute ma vie, ça a été ça. J'ai bougé, j'ai plongé, comme je disais, j'ai pêché. Donc, le corps a toujours été très présent, mais dans la performance, comment pourrais-je dire, le corps est présent, mais par l'intérieur, parce qu'on puise dans l'intérieur le mouvement qui va venir. Alors qu'avant, c'était l'extérieur qui m'amenait à bouger. Je suis en plongée, je fais certains mouvements. Mais là, avec la performance, c'est comme si c'était à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui poussait, qui voulait sortir et c'est ce qu'il faut écouter. C'est ce qu'il faut écouter en performance, ce jour, tout le temps. Donc, le corps devient l'outil premier. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, en tant que le genre de performance que je fais et puis que je voudrais faire, parce que c'est sûr que le corps sera toujours présent, toujours. Bien, jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y aura peut-être une prochaine direction, je ne sais pas, mais je sais que actuellement, c'est ce qui me parle. Voilà. Merci, Rachel. Merci beaucoup, Rachel. Très belle présentation. Merci beaucoup. Alors,